Donc, moi, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Claude Martineau, que vous ne verrez pas ce soir, mais que vous allez entendre. Il est bien présent avec nous. Alors, Claude, ça fait des années que je le connais. C'est un passionné de nature et d'oiseaux. Il a commencé à Montréal et ses parents l'ont vite déplacé vers Saint-Donat dans les Laurentides. Donc, c'est vraiment là qu'il a développé sa passion pour la nature. Il a fait donc des études au secondaire en foresterie, en technique du milieu naturel au cégep et en biologie à l'UQAR, qui est l'Université du Québec à Rimouski. Il a été membre, avant de venir s'installer en Outaouais, il était membre du COQ, le Club des ornithologues du Québec, depuis 1996, et il est membre du Club des ornithologues depuis 2002. C'est vraiment un naturaliste autodidacte et je m'amuse souvent à dire que, et c'est vrai, que sortir avec Claude, c'est comme être accompagné sans arrêt de Wikipédia. C'est comme un Wikipédia sur deux pattes. Il connaît les insectes, il connaît la géologie, il connaît les arbres, il connaît absolument tout de la nature. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec lui. Alors, ce soir, il va vous partager sa passion pour les hiboux, alors les strigidés. Alors, sur ce, Claude? Claude? Oui, merci beaucoup, Molly. OK, donc je passe le Club des ornithologues de l'Outaouais. Oui, je suis présidente, mais jusqu'au 9 avril seulement. Donc, c'est ça. Vas-y, Claude. Bon, bienvenue à tous nos participantes et participants. Je suis bien heureux de vous savoir à l'écoute. Et puis, oui, ça c'est un petit tour d'horizon de notre présentation de diaporama qu'on a préparé depuis quelques années et qui s'améliore constamment. Le territoire du club qui est très vaste. Bon, là, on va consacrer une bonne part de notre temps pour la biologie, l'éthologie, c'est-à-dire le comportement, et puis l'écologie des hiboux, parce que je crois que ça va répondre à 90% des questions qui, normalement, surgissent par rapport aux hiboux. Je commence par l'arbre évolutif parmi les oiseaux. Où se situe le hibou? Alors, si on se reporte à 70 millions d'années auparavant, sur l'arbre évolutif, Monique, on va revenir à l'arbre. Oui, OK. bien sûr. Peut-être pointer une flèche là où il y a un nœud, là, à côté de la famille 18. Il y a un nœud avec plusieurs branches, là. Ici, là? Exactement là. Ça, c'est 70 millions d'années auparavant. Et puis, à partir de là, il s'est développé une branche qui s'appelle les strisaures. Les strisaures là, qui mènent à la famille 20, 21, 22, etc. Fait que tu vois à gauche une famille qui descend jusqu'à une branche qui descend jusqu'aux engoulevents, voilà, qui est la famille numéro 20. Alors ça, c'est 65 millions d'années. Voilà, 65 millions d'années. Donc, je passe? Non, on continue. Okay. Je vais glisser un mot là-dessus, sur les différentes étapes. Donc, les ancêtres, des données suite à l'analyse de l'ADN suggèrent que, voilà, de 70 à 80 millions d'années, les ancêtres se sont différenciés d'un groupe de prédateurs nocturnes, les engoulevents, qui sont apparus avec les insectes nocturnes d'ailleurs. Donc, les engoulevents sont les parents très éloignés des hiboux.
Leur parenté est confirmée par une grande similarité des structures du syrinx, qui est l'appareil vocal, et l'arrangement des plumes. Il y a une forme aberrante d'engoulevent qui vit dans les cavernes d'Amérique du Sud, qui s'appelle le guaracho, qui est la famille 21, je crois. Puis cet oiseau-là représente vraiment le pont entre les engoulevents et les hiboux. Donc, on peut dire que l'adaptation à la vie nocturne est antérieure à l'apparition des hiboux, et c'est plutôt le mode d'alimentation qui va diriger par la suite la divergence évolutive. Les hiboux se sont adaptés à l'attaque de plus grosses proies au sol versus les engoulevents qui capturent des insectes en vol. Les hiboux ont donc développé des pieds, 2 griffes en avant, 2 griffes en arrière, des pieds de prédateurs zygodactyles, des talons et des becs de prédateurs. Si maintenant on remonte dans l'arbre évolutif, J'arrive pas à arrêter le timing, là. Oui, il faut cliquer sur sur la souris à droite, puis indiquer pause. Okay. Et puis, ouais, voilà, pause. Okay. Là, si on remonte plus près de nous, puis qu'on arrête à cet embranchement-là, justement, là, on est 60 millions d'années auparavant. Et là, suite à la dérive des continents, l'Asie du Sud, le Madagascar et l'Australie commencent à se séparer considérablement du reste des continents qui étaient la Pangée, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe et l'Amérique qui restent collés ensemble. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'il y a une branche à gauche qui va évoluer différemment puis qui va donner les oiseaux terrestres d'Australie et d'Asie du Sud-Est. La branche à droite, à partir de, voilà, 60 millions d'années, vont être les oiseaux terrestres dits africains, mais qui vont essaimer jusqu'en Amérique du Nord. Maintenant, si on va à la fin de ce tube-là, un petit peu plus haut, qui mène vers les hiboux. Je ne peux pas vraiment... c'est une photo, là, donc je ne peux pas aller plus haut. OK. Un petit peu plus haut, avant l'embranchement vers les hiboux, qui est la famille 79, on est à 40 millions d'années de maintenant. Et là, on est à l'Éocène. Et là, il commence à vraiment avoir une divergence entre les ancêtres des hiboux et les véritables hiboux. Quand on arrive au hibou comme tel, qui est la famille 79, on est à 24 millions d'années auparavant. C'est pas d'hier. Et puis là, commence une différenciation des hiboux en Europe et en Amérique du Nord, à mesure, évidemment, que les continents se séparent de plus en plus. Et voilà, 22 millions d'années, apparaissent les effraies, les titonidés, qui est la famille numéro 80. Donc, c'est à peu près l'échelle du temps pour l'apparition des hiboux. On peut passer à la suivante. On voit en bas à droite un guaracho des cavernes là, dont l'anatomie a été étudiée, qui est un très, très lointain ancêtre des hiboux. On voit un engoulevent en haut à droite, puis on voit l'engoulevent d'Amérique, entre autres, là, en bas à gauche. Prochaine diapo. Bon, fait que là, ici, on explique qu'est-ce qui a différencié les effraies, dont on voit un représentant là, dans une grange en Ontario, avec les autres hiboux, représentés par des magnifiques dessins de Grondin. Alors, je vais simplement vous dire que les différences se sont établies en étudiant la structure de l'oreille pour vous montrer à quel point c'est important pour les hiboux, pour leur adaptation,
l'évolution de l'oreille. Juste un mot pour vous dire que chez certaines espèces, les yeux sont en proportion beaucoup plus gros et la vision en général est plus efficace, comme par exemple le petit duc, qui fait appel surtout à sa vision, tandis que le hibou des marais a des plus petits yeux, mais a un bien meilleur appareil auditif. Donc, il y a une différence parmi les différents genres de hibou. Prochaine diapo. Là, il est pris dans le 1 minute. OK, on enlève pause, là. Un instant. On clique plusieurs fois. Puis, diapo suivante, ouais. Okay. Okay. Évidemment, ce qui caractérise les hiboux, c'est leur spécialisation à la vie nocturne, à commencer par la coloration du plumage, un mélange de tons de brun, de gris, parfois de noir. Puis l'oiseau se confond dans l'environnement, il imite le lichen et des sillons dans les troncs, les feuillages, de manière à se faire le plus discret. Pour détecter leur proie, la plupart des espèces utilisent une combinaison ultra efficace de la vue et de l'ouïe. En fait, on verra que la tête d'un hibou pourrait presque se résumer à un gros cerveau à bec de prédateur relié à des yeux et des oreilles les plus grands possibles. Et puis, OK. On continue, les hiboux ont un taux, oh non, je reste sur la même, là. Les hiboux ont un taux métabolique très élevé et par conséquent, l'apport en nourriture doit être abondant et constant, ce qui exige un très grand niveau de compétence pour la chasse, laissant peu de place à l'échec. Et puis, les hiboux, en fait, c'est une paire de cerfs puis une immense tête, puis le squelette est tout petit parce que le corps du hibou, c'est seulement 10% du volume qu'on voit. Tout le reste, c'est des plumes avec beaucoup d'air entre les plumes, énormément gonflées, ce qui fait que les hiboux ont de l'air immense, mais en fait, c'est des tout petits oiseaux. OK. On parle des yeux. La rétine des yeux comporte surtout des cellules en bâtonnet, jusqu'à 90% de cellules en bâtonnet chez certains hiboux, sans négliger quelques cellules en cône, grâce auxquelles elles peuvent distinguer certaines couleurs, les principales couleurs. Il y a un développement considérable de la cornée, une grande ouverture de la pupille. Donc, les yeux des hiboux peuvent capter entre 2 et 6 fois plus de lumière que l'œil humain, ce qui leur permet d'utiliser au maximum la faible quantité de lumière présente la nuit. C'est la raison pour laquelle aussi on voit les rapaces réussir à voler sans heurter les obstacles. Et puis, par une nuit sans lune, par exemple. Cependant, ils ne voient rien dans l'obscurité absolue. Ce sera suppléé grâce à l'acuité de leur sens auditif. La vision de jour des oiseaux est excellente et même supérieure à celle de l'homme. D'ailleurs, ils réagissent fort bien à la présence d'événements qui se passent autour d'eux. Ils regardent le soleil en face sans être gênés. De toute manière, toutes les espèces de hiboux adorent, en passant, prendre des bains de soleil. Les espèces exclusivement nocturnes utilisent leur troisième paupière, qu'on appelle la membrane nictitante, pour se protéger de la violente lumière du jour. Ces hiboux doivent donc ouvrir leurs 3 paupières pour voir. Ceux qui chassent le jour ont moins de sensibilité visuelle. On constate chez les hiboux la presbytie. Ils voient net et ont de la difficulté à voir de près. Ils ne reconnaissent rien à faible distance. Par terre, ils ne voient pas les aliments situés près de leurs pattes et doivent les tâter avec les doigts
ou avec les plumes raides qui entourent le bec pour les identifier. Les plumes qu'on appelle les vibrisses. Prochaine diapo. Juste une petite anecdote. À Oui. un moment donné, je me promenais, je faisais le tour du lac Philippe en raquette et puis je regarde dans un arbre, je trouve une petite mygdale. J'avais vraiment l'impression qu'elle me regardait. Et c'est plus tard que j'ai appris qu'elle avait vraiment les yeux très fermés et puis que c'était juste une membrane qui me permettait, qui passait comme si elle me voyait, mais il n'y avait aucun contact entre nous deux. Et elle avait deux petites souris dans ses serres. Des moments magiques. Oui, effectivement. Ce qui m'est jamais arrivé d'ailleurs. Autre caractéristique des yeux, ils sont placés côte à côte comme nous, les humains, sur une face très aplatie de la tête. Donc, ils sont adaptés à une vision binoculaire. Hein? Les champs de vision de chaque œil se superposent. C'est beaucoup plus développé que, par exemple, que pour les rapaces diurnes, les buses, les aigles, qui ont des yeux disposés latéralement. Donc, une vision binoculaire très réduite. Donc, c'est un œil structuré pour une meilleure appréciation des distances de la profondeur de champ comme nos télescopes. Le champ visuel total couvre 110 degrés. La vision binoculaire oscille entre 50 et 70 degrés. Par comparaison, le champ visuel chez l'homme englobe 180 degrés, dont près de 80 sont en mode binoculaire. Donc, on est un petit peu meilleur que les hiboux, mais nous devons nous retourner pour voir derrière nous, alors que les hiboux peuvent tourner la tête sur 270 degrés. Les yeux des hiboux sont allongés latéralement, sont en amande pour capter plus de lumière. Ils sont énormes. Par exemple, Arfan, qui mesure 58 cm de haut, a des yeux aussi gros que ceux d'un homme. Ils sont encastrés, fixés au crâne. Ils sont enchâssés dans un anneau osseux en forme de tube. Ces trois caractéristiques enlèvent presque toute mobilité de l'œil à l'intérieur de leur orbite. Prochaine diapo. Mais cette rigidité et le problème des champs visuels étroits sont largement palliés par une mobilité extrême des vertèbres cervicales. Ceci sans arrêter la circulation sanguine dans le cerveau ni endommager ses vertèbres. Normalement, une telle rotation brutale de la tête et du cou pourrait déchirer l'enveloppe des vaisseaux qui alimentent le cerveau en sang, provoquer la formation de caillots, d'embolies. Mais il y a plusieurs adaptations phénoménales qui permettent à l'oiseau de passer outre tous ces problèmes. Entre autres, la souplesse du cou s'explique par le fait que le hibou possède 14 vertèbres cervicales pour 7 chez l'homme. Les artères carotides se situent au centre du cou et non pas sur les côtés, etc., etc. Ils ont même des dérivations dans les artères carotides qui permettent une circulation ininterrompue du sang dans le cerveau en cas de blocage. Donc, les anatomistes ont été assez épatés de voir tout ça. Prochaine diapo. On voit des exemples de mouvements de la tête, renversement de la tête pour voir vers le haut, où on voit souvent les jeunes des hiboux qui oscillent de la tête comme un bobblehead ou de haut en bas, comme pour ajuster leur vision. Ils se pratiquent à ajuster la direction dans laquelle ils vont écouter les sons puis dans laquelle ils vont regarder. Bon, alors, prochaine diapo. L'autre sens hyper développé des rapaces, c'est la vision nocturne, qui est un complément direct à la vision nocturne, c'est l'ouïe, excusez-moi. Donc, en proportion, l'aire du cerveau consacrée à l'analyse des sons est beaucoup plus grande chez les oiseaux que chez les hiboux, que chez tous les autres groupes.
Leurs canaux auditifs situés à peu près au niveau des yeux sont cachés derrière les disques faciaux qui agissent un peu comme des paraboles soniques qui acheminent les ondes sonores vers les conduits. Et vous savez que les plumes qui tapissent ce disque facial peuvent changer d'orientation grâce aux muscles faciaux du hibou qui est capable de les orienter. Les conduits auditifs ne sont pas symétriquement disposés sur le côté de la tête. Le conduit gauche est orienté vers le bas et le conduit droit vers le haut. Chez certaines espèces, particulièrement la nyctale de Tegman, il y a même une asymétrie de l'os même du crâne au niveau du canal auditif. Il y a un canal auditif qui est beaucoup plus haut sur la tête que l'autre côté, ce qui accentue encore plus la distance verticale entre les deux oreilles. Cette asymétrie permet aux rapaces de localiser plus précisément l'origine d'un bruissement dans les feuilles par comparaison du décalage haut-bas, gauche-droite à la réception sonore. Bon, on dit que la discrimination du décalage de temps lors de la réception du son est de l'ordre de 10 microsecondes. Une microseconde est 1 millionième de seconde, alors que chez l'humain, c'est 570 microsecondes, ce qui en résulte une précision inégalée pour localiser un objet. Les hiboux détectent des niveaux de son de basse fréquence de l'ordre de 0,5 à 9 kHz, comme les petits cris d'un petit mammifère. Spectre presque entièrement inaudible pour nous, les humains. Notre audition devient plus sensible que celle des hiboux à partir seulement de sons de 12 kHz. Dans leur espace cérébral, les neurones consacrés à l'analyse des sons se conforment avec l'environnement extérieur interprété par l'oiseau. Ainsi, dans cette zone du cerveau, représente donc une sorte de carte tridimensionnelle neuronale. Bref, des images qui sont façonnées par des sons. Ça se passe dans la même région du cerveau. Prochaine diapo. On a l'exemple justement d'un crâne de nyctale de Tegman. On voit les orbites dans lesquelles sont les canaux auditifs. À gauche, l'orbite qu'elle appelle ear opening est beaucoup plus haut qu'à droite, qui est situé vers le bas. En plus, les canaux auditifs qui sont représentés par des petits tubes bleus, il y en a un qui est orienté vers le bas, l'entrée est orientée vers le bas, et l'autre, celui de gauche, l'entrée des sons est orientée vers le haut. Encore pour accentuer la différence, la distance entre la captation des sons. Là, maintenant, j'ai fait une... ouais, Monique va le mettre sur pause, là. J'ai de la misère avec ma souris, elle s'éteint puis elle se rallume, alors. Elle veut pas... Bon, on a une souris, la source du son. Jean-Marc, merci de ta remarque. Mais OK. La source du son, c'est le trottinement d'un campagnol, d'accord? Maintenant, si on fait sa position à l'horizontale dans l'espace à ce campagnol, là, il envoie des sons qui sont représentés par les lignes mauves qui vont être reçus dans les oreilles de la nyctale. Et en haut, on a une ligne orangée qui montre le délai dans la réception du son sur un axe horizontal entre les deux oreilles. Donc, la souris étant légèrement à droite, le son de la souris va se faire plus fort dans l'oreille de droite. Donc, sur un plan horizontal, déjà, la nyctale va savoir que la souris se situe environ à 80% à droite sur l'axe horizontal. Maintenant, il lui reste à déterminer
si j'avais une photo de profil du même crâne, la hauteur à laquelle se situe cette souris. Et c'est ce qui va être accompli par le délai dans la réception du son, mais cette fois-ci sur un axe vertical qui est représenté par la ligne rouge à gauche. Alors ça va être la différence entre l'entrée dans l'oreille de droite et l'entrée dans l'oreille de gauche. Et selon la hauteur de la souris, sur l'axe vertical, on va pouvoir situer la souris, la provenance des sons. Alors, c'est l'appareillage de plus grande est la distance entre les deux oreilles pour la perception du son, plus la précision pour localiser le bruit est grande. Prochaine diapo. Pour finir avec leur spécialisation nocturne, le vol silencieux des hiboux, indispensable, parce que la nuit, quand il n'y a plus aucun son, l'approche du prédateur pourra être entendue par les proies. Qu'à cela ne tienne, sur le bord d'attaque de la première la première plume de vol qu'on appelle la rémige primaire, la tranche de la plume qui fend l'air est équipée de barbules disposées en peigne qui créent des tourbillons d'air, perturbant le flux d'air sur le dessus de l'aile et éliminant le bruit de frottement normalement créé par un vortex. Le formidable appareillage sensoriel des hiboux, comme par exemple l'enfant des neiges peut déceler un lemming en mouvement jusqu'à 1 km de distance, ou la chouette lapone qui repère à 60 mètres le cri et le trottinement d'un campagnol sous la neige, n'est pas la seule raison de leur succès de chasse. Le fait de chasser à l'année sur le même territoire, cette familiarité avec l'environnement permet au hibou vieillissant de déterminer le meilleur perchoir et la hauteur optimale pour repérer les proies. Ça améliore notablement les performances de chasse. Également, avec l'âge, les hiboux mémorisent les divers types de sons émis par les différentes proies, ainsi que les paramètres de vol associés à chacune de leurs attaques, vitesse, position, orientation de leur corps dans l'espace. Bref, c'est des machines à capturer les petits mammifères. Prochaine diapo. À noter que la présence d'aigrettes, des plumes érectiles situées au-dessus des yeux, chez certains rapaces, d'ailleurs, c'est ce qui a amené la classification très peu zoologique des hiboux entre hiboux et chouettes. Alors, les chouettes n'ont pas d'aigrettes, les hiboux en ont. C'est une façon de différencier les différents groupes. Ces aigrettes-là n'ont aucun rapport avec le système auditif. Hein. On soupçonne que ces touffes de plumes permettent l'expression de l'humeur de l'oiseau. Imaginez-vous, là, vous êtes à l'obscurité, vous voulez manifester la menace ou le fait que vous êtes excité, vous voulez, dans une parade nuptiale, séduire une femelle ou chasser un mâle, eh bien, vous pouvez ériger ces aigrettes-là grâce encore à des muscles faciaux. Des muscles situés sur la face et le front. Même chose pour le phénomène des yeux jaunes contrastants qu'on voit chez certaines Salut Claude. Claude? Oui, je pense qu'on a perdu Claude pour un petit moment. Oui, je vais l'appeler, puis s'il faut, on résumera avec le téléphone. Claude semble être toujours là, c'est peut-être sa connexion qui a eu un petit problème.
On t'a perdu au son. Est-ce que tu peux vérifier? T'as plus de son? Non, on t'entend plus. OK, là, on m'entend? Là, on m'entend? Oui, on vous OK, entend. c'est revenu. Merci. Ça va? Oui, on OK. m'entend? Oui, oui, oui. Okay. Bon, à partir de quand on m'a perdu? L'excitation, je pense. Ah oui? OK. Donc, il n'y a pas seulement que les aigrettes là, qui sont contrôlées par les muscles de la face et du front. Il y a aussi les yeux jaunes contrastants chez certaines espèces, ainsi que, par exemple, les marques blanches de la gorge qu'on voit chez la chouette lapone. Ce sont des signes visuels qui sont plus facilement repérables sur un oiseau terne et brun dans des conditions de faible lumière. Prochaine diapo. Bon, puis les espèces nocturnes, parce que des hiboux qui sont crépusculaires, il y en a même qui sont diurnes. Mais chez les espèces nocturnes, elles passent leur journée dissimulées sur un perchoir ou dans leur nid, où elles pourront éviter d'être houspillées par les geais, les corneilles, les mésanges, les bruants et d'autres oiseaux. Comme on voit ici, une tale de Tegman en zone boréale qui est perturbée par des mésanges à tête brune. D'ailleurs, c'est un truc que les ornithologues on se sert. Quand on entend des houspillements d'oiseaux, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans le boisé. Le grand-duc d'Amérique est souvent harcelé par les corneilles d'Amérique. Et puis, on peut montrer aussi que les hiboux savent se cacher dans le jour. Là. Les petites nyctales vont se mettre au plus profond d'un bosquet, dans un enchevêtrement de branches. Le hibou moyen-duc, lui, va compresser son corps latéralement contre le tronc pour disparaître à la vue. Très difficile à voir d'ailleurs, le hibou moyen-duc. Tout ça pour avoir la paix. Bon, évidemment, on sait qu'au crépuscule et pendant la nuit, les mâles crient d'une voix profonde. Hein, ils chantent, les oiseaux, les passereaux ont un syrinx à double chambre qui leur permet de chanter, mais les non-passereaux ne peuvent qu'émettre des cris, car ils n'ont pas un syrinx développé comme les passereaux. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre les oiseaux chanteurs et les oiseaux non-chanteurs. Bon, la défense de territoire se manifeste parfois dès le milieu de l'automne chez nos espèces résidentes. Les fameux ululements du mâle sont de faible amplitude. Ils parcourent de plus grandes distances au travers de l'environnement forestier que les fortes amplitudes susceptibles d'être absorbées par la végétation. La femelle est très impliquée dans la défense du territoire, beaucoup plus que chez d'autres oiseaux. Et évidemment, les strididés disposent d'un répertoire vocal très riche, allant du simple cri au chant plus mélodieux en passant par le fameux claquement de bec qu'on peut entendre très bien chez le grand-duc et la chouette rayée et le hibou moyen-duc. Ce moyen de communication leur est propre, car chez les titonidés comme les fraises des clochers, c'est plutôt une espèce de chuintement avec des expirations bruyantes. C'est là qu'on apprend d'où l'effraie tire son nom. On ne vous fera pas subir le chant de l'effraie ce soir. Les comportements nuptiaux des hiboux méritent des études plus poussées, mais on sait au départ que la nuit, c'est les sons qui importent beaucoup plus que les parades visuelles. Les deux sexes ont d'ailleurs leur propre vocalisation qui sont très diverses. On a trouvé des démonstrations acrobatiques de vol par les mâles, des lissages mutuels de plumage. Le hibou des marais performe un claquement des ailes dans une manœuvre aérienne
qui ressemble à un applaudissement. Un fait très important, une part très importante de la cour consiste en l'apport de cadeaux des mâles aux femelles sous forme de proies directement échangées ou laissées dans les abris ou sites de nidification potentielle. D'ailleurs, quand on fait la tournée des nichoirs à canards branchus qui servent souvent pour héberger des petits ducs, on trouve des proies intactes à l'intérieur des nichoirs, des petites souris qui est laissées en cadeau par les mâles, souvent dans 5-6 nichoirs adjacents. Les hiboux sont monogames. Le couple reste uni pour toute la saison de reproduction. La polygynie, le fait d'avoir plusieurs femelles, n'est que rarement le cas chez les nyctales, par exemple. Les espèces migratrices, elles, changeront habituellement de partenaire à chaque saison de reproduction, mais au moins un des deux sexes retournera dans le même secteur à chaque année et souvent sur le même site précis de nidification, jusqu'à ce que la mortalité ou des changements environnementaux brisent cette tendance. Tandis que les espèces résidentes, comme les grands-ducs et le petit-duc, vont tendre à garder le même partenaire d'une année à l'autre, et certaines paires restent soudées jusqu'à la mort d'un des partenaires. La formation des couples chez les espèces sédentaires se fait surtout à l'automne, quand les juvéniles se dispersent. Alors, ils vont former une paire puis se trouver un territoire. Mais aussi, elles peuvent se former au printemps si un mâle réussit à trouver un territoire et le défend avec succès. Les femelles disponibles d'alentour vont converger vers ce territoire-là. Chez les espèces migratrices, y compris les espèces du Nord, la formation des couples, c'est au printemps, lors de l'établissement des territoires par les mâles qui reviennent du sud. OK, prochaine diapo. On voit ici que le type de site de nidification auquel on recourt les hiboux, ce qui les caractérise, c'est que les hiboux ne bâtissent pas de nid digne de ce nom. Ce n'est que l'excavation dans le bois pour certains ou la disposition d'herbes par terre chez le hibou des marais. Notons chez les espèces qui nichent dans les anciens nids des prédateurs de leur contrepartie diurne. Alors, il y a des hiboux qui nichent dans des nids de buses à queue rousse, de buses à épaulettes, d'autour des palombes, d'aigles royales. Et puis, souvent, dans les nichoirs, on va trouver des plumes autour des œufs, mais c'est pas la femelle qui arrache les plumes pour faire un nid. C'est pas accidentel que les plumes en viennent à protéger les œufs. Bon, alors, c'est la caractéristique des hiboux. On voit ici un nid de hibou des marais, en haut à gauche, une chouette épervière qui niche dans la taïga, et puis un hibou, ça a l'air d'un moyen duc. Je pense que c'était pris en Europe, cette photo. OK, prochaine diapo. Les œufs sont pondus à un intervalle de 2 jours. L'incubation commence souvent dès la ponte du premier ou du second œuf. Il résulte que les éclosions sont échelonnées dans le temps. Seule la femelle couve, le mâle la nourrit, souvent même quelque temps avant le début de la ponte. OK. Alors, le substrat, ça va être du bois pourri dans un tronc d'arbre. Les œufs sont blancs purs et pratiquement sphériques comme des balles de golf. L'incubation dure en moyenne 1 mois, les extrêmes étant de 35 jours chez le grand-duc et de 21 jours chez l'épervière boréale. Bon, là, je parle de un phénomène que certains hiboux laissent s'accumuler leur pelote de
régurgitation, les coquilles d'œufs et les déjections directement au pied de l'arbre. C'est un comportement qui pourrait guider les prédateurs jusqu'au nid, mais ils ont d'autres moyens. L'entrée du nid est très petite et difficile à repérer. Ben, un des bons prédateurs des hiboux, c'est la martre d'Amérique, tout ce qui est illustré ici. Prochaine diapo. Il y a une grande différence d'âge entre les jeunes d'une nichée. Le dernier peut avoir jusqu'à 3 semaines de moins que l'aîné, ce qui peut entraîner des conséquences fatales pour les cadets en cas de rarification de la nourriture. Souvent, ils sont donnés en pâture à leur aîné dès qu'ils ne se comportent plus normalement. Durant la croissance des jeunes au nid, c'est le mâle qui assure la plus grande part du ravitaillement. La femelle s'occupe de distribuer les proies. Elle se joindra au mâle pour alimenter les jeunes lorsqu'ils quitteront le nid. En effet, les oiseaux quittent le nid alors qu'ils ne peuvent pas encore voler et se perchent aux alentours où les adultes viennent les alimenter. D'ailleurs, il y a un cri spécial des petits, très aigu, qui réclament la pâture aux adultes, dont se servent les ornithologues beaucoup pour repérer les hiboux, comme par exemple au mois de juillet, quand les petits du hibou moyen-duc naissent, les parents sont tellement occupés qu'ils continuent à les nourrir quelquefois 2 jours. Durant ces cris-là, on peut remonter, voir les petits puis les parents. On peut les repérer. Les observateurs s'accordent pour signifier que le vol de nourriture est très rare entre les frères et sœurs. Bien au contraire, on a remarqué que les aînés donnent souvent leur part aux cadets et aux cadettes. Certaines espèces défendent vigoureusement leurs petits, surtout quand ils viennent de quitter le nid, et n'hésitent pas à attaquer l'homme qui s'en approche la nuit, au crépuscule ou même en plein jour. La plupart des rapaces nocturnes naissent assez tôt en avril, mars, voire en février chez le grand-duc. Cette précocité s'explique, outre l'échelonnement de l'incubation, par la longue durée de la période qui sépare l'éclosion de l'émancipation et l'autonomie des rejetons, qui survient même après que l'oiseau puisse voler. Tout ce processus nous amène tard, aux 3/4 de l'été souvent, et pendant tout ce processus-là, il faut que les jeunes profitent des périodes où les proies abondent. Les jeunes qui naissent en milieu ouvert, les espèces de milieu ouvert comme le hibou des marais, quittent le nid plus tôt que les espèces de milieu forestier. Donc, je donne l'exemple ici du grand-duc, à quel point c'est long le développement des jeunes. Dans toutes ces conditions-là, on comprend que les hiboux n'ont qu'une seule nichée par an et que celle-ci s'enclenche très tôt en saison. En plus, les adultes doivent bénéficier eux-mêmes d'apports supplémentaires de nourriture en automne, lors de leur mue annuelle, ce qui nécessite beaucoup d'énergie. Au printemps, les jeunes hiboux âgés d'1 an sont assez matures pour former des couples et établir un territoire, mais en cette première année, ils doivent approfondir de nombreuses compétences et bien connaître le potentiel de leurs ressources territoriales. Et par conséquent, la grande majorité ne nichera pas avant la 2e année. Prochaine diapo. Je vais juste vous faire entendre Oui. le cri des jeunes. Voilà. Ça, c'est des grands-ducs, je crois. Ah non, des moyens-ducs. C'est le grand-duc, c'est ça. Grand-duc. Ça, c'est les petits là, qui quêtent de la nourriture. Prochaine. Oui, et puis le hibou moyen-duc, le cri des petits ressemble au plus vieux qu'ils disent. On voit ici certaines nichées, là, la harfang des neiges, le hibou des marais, le mâle qui apporte une proie à la femelle, c'est elle qui va décider à quel oisillon ça va être destiné. La chouette lapone qui niche dans des chicots creux
ou qu'elle va elle-même creuser. Prochaine diapo. Bon, on a dit que les petits mammifères, c'est la base d'alimentation des hiboux. Et on sait qu'il y a des fluctuations périodiques des populations de petits mammifères. Ça influence évidemment la reproduction des hiboux. Souvent, c'est des variations cycliques. Et puis, quand c'est une bonne période pour les hiboux, le nombre d'œufs peut être parfois doublé dans les nichés. Comme la Nyctale de Tegman, qui pond normalement de 4 à 5 œufs, elle peut passer dans ces années-là à 8 et 9 œufs. Certaines espèces vont même jusqu'à faire une seconde ponte à la fin de l'été. Encore chez la Nyctale de Tegman ou le hibou des marais. Bon, chacun a leur site pour nicher. Le Grand-Duc a la plus grande flexibilité écologique pour le choix de ses sites, mais il ne rentre pas en conflit vraiment avec d'autres espèces parce qu'il y a une tendance à sélectionner des proies plus grandes, des moufettes, des chats, des rats musqués, des lièvres. Alors, il y a aussi chez les hiboux le difformisme sexuel. Qui est plus marqué chez les grandes espèces. La femelle est plus grande que le mâle. Ça diminue la compétition pour les mêmes proies à l'intérieur du couple. Lors de l'ingestion de la nourriture, de très grandes quantités de matière sont parfois impliquées. Même des espèces de petite taille semblent capables d'avaler un nombre impressionnant de petits mammifères. Invariablement, tête la première. La queue de la première victime n'est pas encore disparue dans la gorge que déjà il avale la proie suivante. Dans le cas d'un serpent, c'est la plupart du temps la queue en première qui est ingérée. Les strigidés n'ont pas de jabot, hein, donc la digestion est peu efficace pour dissoudre les structures osseuses. Comme chez les rapaces, comme c'est le cas chez les rapaces diurnes. Alors, comme résultat, elles régurgitent des pelotes constituées d'os et de poils avec lesquelles on peut même identifier les mammifères. Ça s'appelle des pelotes de déjection ou de régurgitation qui se révèlent fort pratiques pour analyser la diète des hiboux, qui a une variation selon la période de l'année et les conditions écologiques. Puisque les proies sont avalées tout entières et que leurs os sont restitués dans leur presque totalité. Elles permettent aussi de localiser les sites fréquentés par les hiboux qui les rejettent autour de leur perchoir favori. Chez les hiboux, le stockage des proies n'a lieu que lorsque les parents ont une nichée à nourrir. Prochaine diapo. À l'automne, les adultes des espèces sédentaires établissent de nouveau les frontières de leur territoire d'alimentation pour l'hiver et pour la prochaine saison de nidification. Ce faisant, ils deviennent indifférents à leur rejeton de l'année, maintenant autosuffisants. Enfin, devrais-je dire, établissent leur quartier de repos ailleurs que sur le territoire et ils expulsent souvent les jeunes du secteur par des attitudes agressives, surtout de la part des femelles. Comme les jeunes débutent à se nourrir par eux-mêmes, les voilà qui passent beaucoup de temps à capturer des proies faciles comme des insectes ou à pratiquer des jeux impliquant des techniques de capture. Les juvéniles en viennent alors à se disperser en moyenne jusqu'à 15 km aux alentours, et même dans certains cas, ils peuvent se retrouver à des centaines de kilomètres de leur lieu de naissance. C'est la période la plus périlleuse de la vie des hiboux. Lors de cette dispersion automnale, les jeunes oiseaux inexpérimentés meurent heurtés par des véhicules, victimes de d'autres oiseaux de proie, sans parler de leur difficulté à s'alimenter et établir des secteurs de chasse. On voit ici un jeune qui
qui se défend en présence d'une menace, comme par exemple un faucon pèlerin. Le juvénile étale ses plumes, claque du bec et agite sa tête d'avant en arrière comme un serpent menaçant. Alors, certaines personnes ont déjà assisté à ça d'ailleurs. Prochaine diapo. Du côté des espèces migratrices ou nomades, notons qu'à certains sites, durant l'automne et l'hiver, les hiboux des marais ou les hiboux qui sont dispersés dans les herbes hautes et les hiboux moyen-ducs qui sont perchés en rang serré dans les arbres s'installent en groupe qui vont jusqu'à plusieurs dizaines d'individus et vont même jusqu'à chasser sur le même territoire. Selon toute vraisemblance, ces oiseaux sont plus attirés vers un lieu d'hivernage particulièrement favorable que composant des groupes volontaires. À preuve, le nombre très variable d'individus pour un site donné d'une année à l'autre. On constate aussi des différences entre les sexes pour les mouvements migratoires. La femelle harfang, plus grande, est capable d'hiverner plus au nord que les immatures et les mâles, demeurant ainsi plus près de leurs aires de nidification. À l'inverse, chez la nyctale de Tegman, la femelle, notablement plus grande que le mâle, est plus encline à aller vers le sud en hiver. Les mâles montrent une plus grande fidélité au site de nidification chez la nyctale tout au cours de leur vie adulte. Les routes migratoires ne sont pas les mêmes au printemps et à l'automne, mais le calendrier migratoire, lui, est très régulier et prévisible. On parle aussi d'éruption. Alors, c'est le nomadisme de nos espèces nordiques. Oui, ça dépend du cycle des petits mammifères, mais aussi des températures, de la couverture de neige, des caractéristiques de la croûte de glace. Il s'en produit souvent des invasions. La nyctale de Tegman ou le harfang des neiges, à la saison de nidification revenue, se retrouveront à la même latitude au nord, mais souvent loin de leur site de nidification d'origine. On a remarqué des écarts de 700 km plus à l'est ou plus à l'ouest lors de leur retour vers le nord. D'ailleurs, les éruptions des harfangs sont beaucoup reliées. La chouette lapone, je crois qu'elle a un cycle de 7 ans. Alors, à tous les 7 ans, on a un plus grand nombre de chouettes lapones qu'on peut observer dans le sud du Québec. Et puis, le harfang des neiges, c'est plus régulier. On a des hivers où il est beaucoup plus abondant que d'autres. Et on a établi un lien entre l'activité du soleil, la végétation, les lemmings et les harfangs, qui fait que ça suit des cycles de 6 et 11 ans. Parce que le soleil a comme une activité plus grande à tous les 11 ans. Mais on n'ira pas plus loin sur ce sujet. Prochaine diapo. Évidemment, vous allez me dire, toutes ces rapaces entrent en compétition pour les proies. Pourquoi il s'est développé tant de différentes espèces? Et bien, évidemment, tout ça, ça s'explique par la différence de niche écologique. Nous, ce qui nous intéresse surtout chez les hiboux, c'est des différences pour, l'habitat sur l'aire de nidification, la taille de l'oiseau, qui va être liée généralement à la taille des proies, les heures d'activité, est-ce une espèce nocturne, crépusculaire, diurne, et le fait qu'une espèce peut devenir la proie d'une autre. Comme par exemple, le petit-duc peut devenir la proie du grand-duc, ou comme on a observé au lac Saint-Pierre, la petite nyctale est très agressive pour déloger et parfois tuer les petits-ducs de leur nichoir, bien qu'elle soit plus petite. Ainsi, selon un ou plusieurs de ces paramètres, la compétition sera évitée à divers degrés entre les espèces. Bon, cette photo-là qu'on avait, là, c'était prise à Mont-Laurier en passant.
Regardons justement nos espèces qui sont ici marquées en bleu. Alors, la première rangée en haut, on a les grandes espèces, puis les espèces de taille moyenne au milieu et les petites espèces rangées du bas. La chouette lapone est la plus grande, hein, avec ses 69 cm et son envergure de les ailes ouvertes de 132 cm. Mais le harfang des neiges est la plus lourde espèce avec ses 1,83 kg. La plus petite et la plus légère, c'est la petite nyctale, avec 20 cm de long puis un poids de 80 grammes. Glissons un mot sur la longévité qui est reliée justement à la taille. Chez les grandes espèces, elle est de 15 à 21 ans, comme pour le grand-duc. On a déjà eu des grands-ducs qui ont vécu jusqu'à 28 ans en captivité. La longévité est de 9 à 11 ans, comme par exemple le hibou moyen-duc chez les espèces de taille moyenne. Et chez les petites espèces, c'est de 6 à 8 ans, comme pour la nyctale de Tegman. Et puis, là, on a d'autres espèces en Amérique du Nord là, qui sont comparées, là, mais nous, on a 10 espèces finalement qui nous concernent. L'effraie des clochers, malheureusement, c'est un nichard de l'Ontario, mais pas du Québec. Bon, ici, je donne un exemple d'analyse de niche écologique pour montrer que chaque espèce peut se différencier puis avoir sa place dans l'écosystème. Comme si on prend les 4 premières espèces, les 3 premières espèces qui sont des nichards sédentaires, des nichards qui demeurent à l'année sur le territoire. Mais on prend le petit duc, il est de petite taille, alors il a des proies différentes, ce qui le distingue immédiatement du grand-duc et de la chouette rayée. Le petit duc est nocturne et crépusculaire, mais la chouette rayée est uniquement nocturne et l'habitat aussi est différent. Si on prend ensuite les 4 espèces nicheuses migratrices, ben, il y en a une qui est plus petite, la petite nyctale. Et puis, il y a l'épervière boréale qui est diurne, puis qui n'a pas du tout le même habitat que la petite nyctale qui est nocturne. Et puis, si on prend finalement les hivernants, les 3 dernières espèces, harfang des neiges, chouette lapone, nyctale de Tegman, ben, la nyctale est de petite taille, et puis le harfang des neiges peut être autant diurne que nocturne, ainsi que la chouette lapone, alors que la nyctale de Tegman est purement nocturne. Il y a des différences d'habitat aussi. Alors, c'était juste pour vous signaler pourquoi chaque espèce s'est développée comme ça dans sa niche écologique. Merci. Prochaine diapo. Bon, là, pour ceux que ça amuse, les écologistes, ils font des tableaux des interactions écologiques à partir des critères dont je vous ai parlé. Je glisse un mot ici, que l'isolement géographique du harfang lui assure le niveau de compétition le plus bas, n'ayant des interactions qu'avec le grand-duc de forme arctique, dont on voit ici une image là, en bas à droite. Donc, c'est des espèces avec très peu de compétition, contrairement à d'autres plus au sud qui vont avoir des différences plus nuancées. J'ai mis la chevêchette brune parce qu'elle aussi est isolée écologiquement et géographiquement parce qu'elle ne se tient que dans les zones désertiques ou semi-désertiques. Prochaine diapo. C'est un exemple de tableau où on a toutes les espèces et leur interaction. Et puis,
des minutes et des heures de plaisir à regarder ça. Prochaine diapo. On parle de la conservation. Alors, évidemment, pour les espèces, les arbres sont vraiment importants pour les hiboux. Alors, les coupes à blanc, l'abattage des chicots, le prélèvement des gros fûts par l'industrie forestière privent des espèces comme l'anital de Tegman de cavités pour la nidification, de cachettes pour se reposer et de perchoirs pour chasser. Cette espèce dépend maintenant beaucoup de nichoirs artificiels pour se maintenir sur ses territoires. Dans le coin de Sept-Îles, puis du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des programmes comme ça, là où il y a des coupes d'installation de nichoirs sur les territoires de l'anital de Tegman. Quand on enlève les sous-étages forestiers et la végétation herbacée au niveau du sol, ça peut faire chuter dramatiquement les populations de petits mammifères. Maintenant, pour les espèces plus près de nous, les modifications, les dérangements que nous effectuons en milieu forestier et champêtre affectent la capacité de chasse des hiboux. Vous vous rappelez, je vous parlais de leurs perchoirs favoris, de leurs habitudes, leur expérience qui deviennent très importantes. Justement, là, c'est la connaissance intime de leur terrain qui leur assure du succès de chasse. La disparition des champs humides non cultivés avec des herbes hautes a beaucoup affecté le hibou des marais. Ça, c'est assez évident. Les pesticides sans tuer affectent bien sûr la santé reproductive des adultes et la condition des oisillons. Prochaine diapo. Bon. On commence par le petit duc. Ici, je signale que le petit duc est une espèce où coexistent deux colorations, indépendamment du sexe ou de l'âge de l'oiseau. On appelle ça la phase rousse ou la phase grise. Des études ont montré que c'est surtout des oiseaux gris que l'on retrouve dans le nord, tandis que les petits ducs en phase rousse se concentrent en Floride ou dans le sud des États-Unis. Toutes les gradations entre les deux phases coexistent. Il paraît que la sélection naturelle se produit dans le nord où les oiseaux de coloration rousse meurent pendant les grands froids auxquels ils ne sont pas adaptés. Mais ça reste une hypothèse. Alors, on a une photo extraordinaire là, où on a les deux phases ensemble, ce qui est assez rare. Dans la région, on a eu les deux phases. Cette année, on a eu la phase rousse. Oh. Et normalement, on a la grise. Donc, ça a été exceptionnel et ce petit duc-là a été très populaire. Je vais vous faire entendre le chant de différentes formes de chant de cet oiseau-là. Ça ressemble à un hennissement de cheval. Il y a une autre forme. Ça ressemble au cri du crapaud d'Amérique. Et ici, on entend le bec. Ouais. Voilà pour le petit duc. Je passe à la prochaine. Oui, merci. C'est impressionnant. Bon, alors quand on dit un nicheur sédentaire, ça le différencie d'un nicheur résident. Un nicheur sédentaire garde son même territoire en hiver après la saison de nidification, tandis qu'un nicheur résident va élargir un peu sa zone d'exploration une fois la saison de nidification terminée, sans aller vers le sud, bien sûr, sans véritablement migrer. Il va faire un peu de nomadisme. On voit ici la distribution du petit duc maculé. Vers l'est, ça s'arrête à la latitude du lac Saint-Pierre.
Alors, mais il est vraiment plus abondant dans les vallées de l'Outaouais et du Saint-Laurent. Et il est particulièrement abondant en Montérégie et à Montréal, où tous les parcs d'une assez bonne superficie ont des petits ducs. Alors, comme moi, la première fois que je suis allé voir un petit duc, c'est au cimetière Mont-Royal. Alors, Et ici, c'est le long du boulevard de Lucerne qu'on en trouve chaque hiver. oui. Déjà, à Chelsea, Kentley, il va être moins abondant. Puis, mais il y a eu des signalements. Si on regarde l'atlas des oiseaux nicheurs, jusqu'à peu près la latitude de lac Saint-Pierre, qui est, j'ai une carte ici, là, c'est 47 nord, 46 et demi. Bon, ici, j'ai pris une photo justement des boulettes de régurgitation du petit duc qu'on a trouvé au pied de nichoirs en faisant l'inventaire des nichoirs à canard branchu avec un crayon pour vous montrer la dimension. Puis on a des belles photos, dont celle de droite qui a été prise au lac Moussette. Un petit duc qui prend un bain de soleil. Regardez comment il se confond avec le tronc de l'arbre, ce qui peut lui permettre de sortir sans être harcelé. Prochaine diapo. Passe. Oui, on passe à la suivante. Des fois, des connexions Internet qui lâchent. Est-ce que tu veux que je continue ou tu veux Oui, continuer? oui, on continue. OK. Ici, dans le nichoir, ici, là, c'est typique de ce qu'on retrouve l'hiver, le petit duc qui vient s'installer normalement dans un nichoir avec un arbre branchu qui fait face au sud et qui s'installe là au soleil pour se réchauffer avant de passer la nuit à la chasse. Oui. Cumul de l'énergie. Ici, c'est le Grand-Duc d'Amérique. On a eu en fait un couple qui a niché il y a peut-être 3 ans dans le petit village de Norway Bay, dans le Pontiac. Et ces photos-là, c'est vraiment ce qu'on voyait. C'était vraiment là, un événement assez spectaculaire pour les ornithologues de la région et même pour d'autres. Je voulais juste vous glisser aussi un petit mot. Quand on a des espèces comme ça, qui sont vraiment rarissimes, le club a un code d'éthique qui réglemente là, assez clairement l'intervention auprès de ces oiseaux-là, c'est-à-dire de ne pas les déranger pendant la nidification, d'être très discret, de ne pas approcher trop le nid. Et donc, ça fait partie des pratiques pour pouvoir protéger ces oiseaux-là qui sont parce qu'ils sont tellement attrayants et spéciaux, leur popularité peut leur nuire. OK. Monique, j'ai pas vu, moi, les autres diapositives sur le petit duc. Je pense qu'on peut passer à celui-ci. Hein? OK. Est-ce que tu veux glisser un mot sur ces deux-là? Ah, ben là, on voit un adulte avec un rejeton. Puis ici, c'est notre Pierre Verville national, l'humoriste, qui est aussi un ornithologue chevronné et passionné, et qui ici tient dans ses mains un grand-duc.
Je continue? OK. Moi, je vois pas le changement de diapo, là. OK, OK. Ah, c'est ça. Les autres spectateurs aussi. Mais vous les voyez, les autres? Euh, Quentin, est-ce que vous voyez Non. les... oui, maintenant on voit la diapositive, mais on n'a pas vu l'autre. Mais c'est ça. Maintenant, on voit les diapositives. Voilà, Donc, si tu la vois, toi, Claude? oui, mais si on recule, Je pense qu'on va plutôt continuer parce OK. on a eu des photos de pas mal toutes. Mais je pense que Oui. celle-ci est très intéressante pour montrer comment il y a énormément de plumes Oui. qui couvrent ces oiseaux-là. Là. Ah oui. Celle-ci, on est Bon, ça, correct. c'est le calendrier du comportement, là. Ouais. Bon, ça, ces informations-là, ces calendriers-là, j'ai pris ça dans un petit volume qui est beaucoup apprécié des observateurs. C'est les guides Stoke du comportement des oiseaux. C'est deux Ontariens. C'est un couple de l'Ontario. Alors, le calendrier qui est là est fait à partir d'oiseaux qui vivent dans le sud de l'Ontario. Il faut ajouter 2, 3 semaines plus tard pour nous, pour les mêmes à ce tableau-là. Comme, bon, on voit quand ils établissent leur territoire, quand ils font la cour, quand ils nichent, l'éducation des oisillons. Vous voyez comment que c'est long chez le Grand-Duc, c'est de février jusqu'à juillet, Écrit? etc. Alors, les guides Stokes, c'est à conseiller. La même chose pour les informations qui sont sur la diapositive suivante. Ça a été pris dans Stokes, il y a un équivalent en français, là, évidemment. On parle beaucoup de comportement de territoire, éducation des oisillons, combien d'œufs, bon, c'est des détails très intéressants qui, qui, qui s'additionnent à mesure que les recherches progressent. Prochaine diapo. La chouette rayée. Bon, on a vu que le petit duc, il montait jusqu'aux limites des arbres. Alors, les petits ducs, c'est-à-dire le grand-duc, il niche dans la taïga, dans des arbres rabougris. Mais la chouette rayée, elle, elle dépasse pas la forêt mixte et le début de la forêt coniférienne. Alors, ça explique sa limite nord. C'est aussi la grande vedette du parc de la Gatineau. Oui. On la voit souvent perchée. Donc, c'est aussi vraiment de tous les hiboux qu'on a vus ce soir, c'est la chouette rayée et la petite nyctale, surtout qu'on retrouve dans le parc de la Gatineau. Elle aime beaucoup les forêts très denses, feuillues, matures. Alors, presque chaque érablière mature à son couple de chouettes rayées. Prochaine dia. Donc, vous voyez, c'est en mauve partout. C'est une espèce résidente à l'année partout. Il y en a une qui prend un bain de soleil là, sur cette illustration-là. Je poursuis. Oui. Il faut cliquer sur diapo. Donc, celle-ci, peux-tu nous dire quelques mots sur cette espèce-ci? Est-ce que tu la vois? Non, j'ai pas vu le changement de diapositive. Ah oui, Monique, on voit pas la diapositive. Puis il y a une question de Jean-Simon. Est-ce qu'on pourrait entendre Le chant de la le chouette, chant de la chouette, oui. La chouette rayée? Oui. Oui. Oui, absolument. Moi, je vois pas les questions, donc...
Alors, je vais vous faire entendre de tout le répertoire là, possible. C'est assez intéressant parce que des fois, on a l'impression d'une conversation entre deux humains et puis on peut s'amuser à deviner ce que les oiseaux se disent. La femelle a un cri qui ressemble à des singes dans la Oui, jungle. c'est ça. On a vraiment l'impression d'être dans la jungle. Ouais. OK, donc la chouette rayée. Ça, c'est la... Ça, c'est la femelle qui appelle le mâle. Ça, c'est le chant typique. Puis ici, on a un jeune qui... C'est presque aussi pire qu'un nouveau-né qui veut son biberon. Presque. Ouais. OK, l'épervière boréale. Claude, est-ce que tu la vois? Est-ce que vous la voyez? Non, il n'y a pas eu de changement de diapo. Non, effectivement, on est toujours sur... Puis même, normalement, on devrait passer à la petite nyctale. Peut-être pas. OK. Non. Je pense que la petite nyctale, on l'a quand même couvert pas mal. Bon, la chouette rayée. OK, le calendrier du comportement. On l'a vu. Au moins, les diapos changent, effectivement. Donc ça, les textes, on peut passer ça, parce qu'on a eu beaucoup d'explications déjà. Alors, on est rendu à l'épervière boréale. Oui, l'épervière boréale. Oui. Alors, qui est un... Vous voyez la drôle de distribution. En vert, c'est là où elle niche. Elle préfère les marécages, les tessières où il y a des chicots. On en voit une, d'ailleurs, dans la photo du centre en haut, qui est en train de nicher dans son chicot. Et puis, occasionnellement, selon les conditions, elle va hiverner un peu plus au sud, dont chez nous, dans l'Outaouais. La zone en bleu, là, c'est l'ère d'hivernage. Alors, donc, ceux qui sont en Abitibi, dans les Hautes-Laurentides, ils peuvent trouver des épervières boréales nicheuses, mais nous, on va les voir seulement certains hivers. Et c'est diurne. Vous voyez, toutes ces photos-là, ça a été pris en plein jour. Et puis, elle chasse beaucoup de jours. Alors ça, c'est une adaptation rétroactive, c'est-à-dire que les hiboux se sont adaptés à la vie nocturne, mais rien n'empêche l'évolution de certaines espèces de retourner à la vie diurne. Évidemment, l'ouïe demeure, l'excellent ouïe demeure un outil fantastique. Et ça, c'est aussi un oiseau qu'on a eu assez régulièrement là, dans le Pontiac, près des champs de l'hiver, là, ou surtout l'hiver qu'on l'a. Je continue, Claude? Oui, ça s'installe sur un poste d'observation, ça capture un petit mammifère et ça retourne au même poste. Donc, une fois qu'on en a repéré une, elle peut rester plusieurs jours au même endroit. Oui, on change. Hibou moyen-duc. Le hibou moyen-duc, qui est une version étirée du grand-duc. Oui, alors, il faut que tu cliques sur le bouton de droite suivante. Diapo suivante.
J'ai marqué que l'épervière boréale était cyclique dans nos régions. Hivernante, cyclique. Là, on est rendu, vous voyez le hibou des marais? Non, ça peut changer. Non, Monique, on est toujours sur l'épervière boréale. C'est tellement bizarre. Donc là, vous voyez le hibou moyen-duc? Non, Toujours ça pas. peut bouger. Là, je ne sais vraiment pas. Ah, OK. Quand tu cliques sur la... Attends une minute, là. OK, Oui. là, je l'ai. Là, vous Là, l'avez? je Oui. sais la raison Oui, pourquoi. oui, oui, je l'ai trouvé, là. C'est que quand OK. tu changes, quand tu cliques pour passer à la suivante, si tu cliques sur l'image, ça clique sur un lien Internet de l'image. Faut que tu cliques là où il y a du blanc dans le texte. D'accord. Là, ça Donc, va changer. ici, on a le hibou moyen-duc. Le hibou moyen-duc, on a des photos d'Europe où les gens installent des paniers dans les arbres, puis le hibou va nicher là-dedans. Et puis, lui, vous voyez sa drôle de distribution également. La partie en orange, il est là lors de la saison de nidification. La partie en mauve, il est là à l'année. Mais c'est probablement pas les mêmes hiboux. C'est-à-dire que ceux qu'on a dans l'Outaouais, ils nous proviennent du nord, tandis que nos hiboux moyen-ducs qui nichent ici l'été, ils s'en vont du côté des Grands Lacs ou dans l'État de New York, un peu plus au sud. Mais c'est ce qui fait qu'on a des hiboux moyen-ducs à l'année. Mais évidemment, beaucoup plus facile à voir et à entendre en saison de nidification. C'est pour ça que, si vous voyez la carte, le lac Ontario, on a vu dans la présentation précédente, l'espèce précédente, que l'épervière boréale va passer l'hiver près des Grands Lacs. On voit que le hibou moyen-duc aussi, voilà. Et on va voir que l'harfang des neiges fait la même chose. Le hibou des marais également. Donc, c'est pour ça qu'on a fait de nombreuses excursions à l'île Amherst, près de Kingston, qu'on appelle l'île des hiboux, parce qu'en hiver, ou très tôt au printemps, il y a un paquet d'espèces qui se ramassent là, qui sont en voie de migrer ou qui ont passé, ou qui sont de passage ou qui ont passé l'hiver là puis qui s'apprêtent à partir. Bon, alors c'est pour ça que j'ai présenté les cartes de distribution là, pour vous montrer où on va voir les hiboux migrateurs. Prochaine diapo. Le hibou des marais, alors lui aussi peut nicher dans des installations. Comme on voit ici, une espèce de grillage où on a mis du foin et puis très près du niveau du sol, puis le hibou des marais a accepté de nicher là. Et puis lui aussi, il y a une bizarre de distribution. Vous voyez qu'il niche, lui, il aime le bord des grandes étendues d'eau où il y a des grands marais. C'est pour ça qu'il est abondant à la baie James, à la baie d'Hudson, sur la côte nord, le long du fleuve Saint-Laurent. Et puis, bon, ils ont fait une nidification ici dans l'Outaouais, mais je vois plus une espèce de passage vers la zone en bleu, qui est la zone d'hivernage. Et encore là, vous voyez que les Grands Lacs, c'est entouré de bleu. Alors, ils vont passer l'hiver là. Très spectaculaire comme oiseau. C'est crépusculaire. Alors, ils sortent tôt le matin, ils sortent tard le soir, au coucher du soleil, et là, ils se mettent en chasse, puis ils ressemblent à des bombardiers avec une grosse tête. Puis ça a un vol avec une grande amplitude des ailes, ça fait penser à un gros papillon. Puis ils ont des perchoirs, là, fait que là, on peut les apercevoir sur leur perchoir. OK, prochaine diapo. Oh, avant de passer à la prochaine diapo, est-ce que Monique, on est capable d'écouter ce hibou? Le hibou des marais? Oui. Oui. Elle a tout ça.
Ça, c'est le... Ça sonne comme un petit chien qui jappe, là. Oui. Ça, c'est son chant régulier. Je vais vous faire chanter. Celui-ci, c'est un peu plus comme les autres. Hein. On a l'impression de quelqu'un qui joue de la basse. Claquement de bec. Claquement. Voilà. Donc, c'est très varié. Hein? Oui. Et je pense que la petite Nyctale, on l'a vu pas mal. Et je pense que s'il y a des questions, on devrait peut-être passer aux questions. Ben, là, Claude, il y avait une dernière hein, que tu voulais montrer. Bon, on voit ici, bon, on les a pas vus tout à l'heure, ces diapos-là. Ben, c'est peut-être normal. Non, là, mais on est c'est juste que là, on est au-delà de notre temps. Okay. Donc, on va juste accélérer un peu. Là, ici, on voit des juvéniles, puis on voit que la petite Nyctale accepte de nicher dans des nichoirs. On voit d'ailleurs en bas à gauche une proie qui est apportée aux juvéniles. On voit un farmer qui a découvert... Il y a une brochette de petites Nyctales. Une brochette. Qui n'ont pas peur de l'homme, hein? Non, c'est ça. Non. Non. D'ailleurs, ces espèces nordiques, comme le harfang des neiges, n'ont pas peur de l'homme non plus. Ça fait pas partie de leurs prédateurs habituels. Le harfang des neiges, vous voyez, pour passer à la suivante, bon, vous voyez qu'il nous visite seulement l'hiver en suivant des cycles. Vous voyez sa zone de nidification qui est très au nord. Et puis, on a découvert aussi que l'oiseau pouvait migrer en suivant les côtes, en s'installant sur les glaces flottantes. Et puis, en migration, il se comporte un peu comme les goélands. Il va pêcher des poissons en haute mer. Ça, c'est une découverte récente. Bon, là, on voit à gauche, les femelles et les immatures sont tachetées, rayées. Les mâles adultes, comme à droite, sont entièrement blancs immaculés. Je vais vous faire jouer la femelle pendant la saison des amours. Puis, ah, c'est beau. Ça, c'est la femelle encore. Ça, c'est à partir du nid, là. Je pense qu'elle a faim. Okay. Si vous regardez la photo en haut à gauche, vous voyez deux minuscules aigrettes noires. Alors, pour reprendre notre classification non officielle, le harfang des neiges, c'est un hibou, mais avec des très petites aigrettes. Il n'y en a pas besoin parce qu'il se voit en plein jour. Alors, ça y sert très peu. Ici, on voit à droite une photo qu'on a prise justement en s'en allant sur l'île Amherst. Il y a des harfangs des neiges qui suivaient le tracé du traversier et ils se posaient sur la glace comme ça, dans l'espoir de peut-être capturer un poisson qui serait perturbé par le remous du bateau. Vous voyez qu'ils n'ont absolument pas peur de l'homme. À gauche, on a un monsieur Cox, qui étudie depuis très longtemps le harfang des neiges dans sa zone de nidification au nord. On voit une femelle au nid, et puis dans la photo du bas, on voit que le mâle lui a apporté une réserve de 54 lemmings. Puis on voit les œufs dans le milieu. Alors la femelle va consommer tranquillement pendant qu'elle niche. La chouette la pomme, avec ses beaux yeux jaunes. La photo à droite, c'est une chouette qui est venue lors de l'invasion de 2001. Et puis, on l'a revue à répétition, puis on lui a donné un surnom, on l'a appelée Poponne.
Alors, je vous présente Popone à droite. Et puis en bas à droite, on a l'escarpement d'Eardley avec une chouette lapone sur un poteau pour vous donner une idée de la dimension de l'oiseau. Puis ça, c'est un oiseau qui circumpolaire, c'est-à-dire qu'il y en a partout dans le monde au niveau de la zone semi-arctique. Prochaine diapo. Comme vous voyez ici, à la photo à droite, en passant, c'est une chouette lapone qui a capturé un rat musqué. Je crois que c'est pas mal la plus grosse proie que ça peut capturer. Cette photo-là a été prise au Cap Tourmente. On voit sur la distribution que la chouette lapone, quand elle vient en hiver chez nous, qui est la partie en bleu, elle nous provient de l'ouest. Elle nous provient de la baie d'Hudson et de la baie de James. Et comme vous voyez, elle n'a pas peur de l'homme. On voit sur une photo à gauche, en haut, le télescope braqué sur une chouette lapone. Alors, moi, j'ai des anecdotes d'invasion de chouette lapone où je peux pratiquement toucher à l'oiseau puis il ne bouge pas. Et puis, dans la même excursion, j'ai un oiseau qui m'a envoyé ses boulettes qui étaient posées sur une branche basse. Et puis, il m'a envoyé ses boulettes de régurgitation dans les mains. Alors, c'est une espèce qu'il faut faire attention lors des signalements parce que les photographes se ruent, surtout pour l'avoir capturé des petits mammifères. Souvent, des fois, ces photographes-là arrivent avec des proies pour la chouette lapone et c'est désastreux pour cet oiseau-là parce que ça crée une dépendance et puis donc les observations de ces oiseaux-là ne sont pas vraiment diffusées. Oui. Prochaine diapo. Alors, pour atteindre la proie, la chouette lapone peut plonger tête première dans la neige jusqu'à une profondeur de 76 cm, ce qui fait que l'oiseau disparaît alors entièrement. On voit, alors il a entendu le trottinement d'un petit mammifère sous la neige et il plonge pour aller le capturer. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de croûte. Quand il y a de la croûte, qu'il n'y a pas de croûte, ça peut changer beaucoup de choses pour... la pluie verglaçante, c'est pas bon pour eux autres. Là. Absolument, absolument. Ouais. À ce moment, oui, la nyctale de Tegman, on voit qu'elle niche au niveau de la sapinière à mousse, alors dans le nord, et occasionnellement, elle va descendre vers le sud. Donc, les photos qu'on a là, comme le monsieur Imbeau, qui est le chercheur de l'Université du Québec en Abitibi, en tient une dans ses mains. Ça a été pris dans le nord de l'Abitibi, où ils ont installé des nichoirs. Regardez la largeur de la queue qui permet à cet oiseau-là de manœuvrer entre les arbres avec agilité. On voit ça, c'est rarissime dans la région. Oui. Moi, je ne l'ai jamais vu ici. Là. Non. Je passe? Oui, on continue. Souris, c'est bien. Faut pas cliquer. Ouais. Bon, je voulais signaler qu'il y a 225 espèces de strigidés dans le monde et 16 espèces de titonidés, là, les effraies et les fodiles. J'ai fait un petit panorama photo d'espèces spectaculaires, toutes les kétoupas, les chouettes pêcheuses. On peut dire que la plus abondante type ou le sous-groupe de hibou, c'est les petits ducs, qu'en anglais, on va appeler les screech owls dans les Amériques, mais on va les appeler les scooped owls ailleurs dans le monde. Mais c'est tous les petits ducs en français. Pas un mot sur la chouette pêcheuse, comme il y en a 3 espèces. La chouette pêcheuse de Pell, qui est au centre en bas,
Elle chasse comme les balbuzards pêcheurs. Elle vit dans les forêts denses le long des ruisseaux et des rivières en Afrique tropicale, et puis elle capture des poissons comme le balbuzard pêcheur, et elle ne mange que la tête. On ne sait pas encore pourquoi. Les Ketupas, on voit qu'ils ont des espèces d'aigrettes latérales. Bon. Alors, quand on pourra voyager un jour, ce sera le genre de hibou que vous aurez peut-être le bonheur de voir. Le grand-duc des Philippines. Bon. Là, ici, on voit une espèce, la chevinchette nimbée, qui a été découverte dans les forêts très, très humides le long de l'équateur en Colombie ou en Équateur en 1972. Ça, c'est très récent comme découverte par un ornithologue qui s'appelle O'Neill. Donc, si vous allez dans les livres, son nom latin, c'est O'Neillii pour le nom de cet ornithologue-là. Vous voyez un autre Ketupa à gauche avec ses aigrettes un peu spéciales et ses yeux hypnotiques. Il y a beaucoup d'espèces tropicales là-dedans. Il y a 80% des espèces de hibou qui ont, à partir de, voilà, 22 millions d'années, quand ils ont commencé à se différencier, ils sont allés vers le sud de l'Afrique, le sud des Amériques. Et là, ils se sont développés énormément, surtout sur les îles. Alors, c'est pour ça qu'ils sont si fragiles comme espèce, c'est que quand il y a une île qui est atteinte par la déforestation ou autre perturbation, ben l'espèce disparaît. C'est pour ça que les hiboux sont en danger aux tropiques. Par contre, les espèces qui vivent dans les zones ouvertes sont un peu moins impactées par l'action de l'homme. Voilà. Et pour conclure, on voulait une création de Claude. Oui, qui montre que les strigidés sont des grandes vedettes en art animalier. Et puis aussi dans les cultures de tous les peuples, on aurait pu faire toute une présentation sur les cultures versus les hiboux, d'où viennent les noms strigidés, d'où viennent le nom Athéna pour certains oiseaux. C'est infini l'influence des hiboux sur nos conceptions du monde.